Alors, qu'est-ce que c'est qu'un outil de build? Bon, je vais juste répondre rapidement parce qu'en fait, c'est assez historique, mais souvent, en fait, moi, quand je vais dans des fêtes de famille, il faut que j'explique mon boulot. C'est un peu compliqué. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais? Bon, bah, alors, j'explique. Alors, pour faire vos applications que vous avez sur vos iPads, voilà, nous, on produit du code. Et en fait, ce code-là, il faut que la machine, elle comprenne. Donc, il nous faut des compilateurs. Un compilateur, c'est bien, mais c'est pas ce que je fais non plus. Alors, je fais encore au-dessus. Et, non, je développe pas Word, je fais pas des applis web. Donc moi, j'aide les utilisateurs, mais mes utilisateurs à moi, ce sont des développeurs. Donc voilà, en règle générale, je finis par dire, je développe des outils pour les développeurs. Puis ça passe, et puis voilà, ils oublient. Et puis bon, c'est encore le vieux geek, c'est pas grave. Donc les outils de build, on en a depuis la nuit des temps. Donc voilà, vous connaissez Make, vous connaissez sans doute Ant. Il y en a peut-être qui continuent à utiliser du Ant. Maven, SBT pour ceux qui font du Scala. Bon, si vous faites du JavaScript, ça change toutes les semaines, mais il y a quand même pas mal de monde qui doit faire du grunt. Et puis voilà, moi je vais vous présenter Gradle un petit peu. Alors je ne vais pas vous présenter Gradle d'un point de vue technique, je vais plus vous le présenter d'un point de vue de ce que je pense que ce qu'est maintenant un outil moderne de build, et pourquoi en fait Gradle ne joue pas dans le même cours que les autres outils. Alors pourquoi on a besoin de ce qu'on appelle des outils de build? La première réponse qui est évidente, c'est qu'on a besoin d'automatiser. Alors je pense que voilà, tout le monde en tant que développeur, vous savez tous, bien sûr, utiliser la ligne de commande Java-C. Vous connaissez toutes les options par cœur. Hein. Donc voilà, non, personne ne le sait parce que, évidemment, il faut qu'on monte un petit peu au niveau d'abstraction, il nous faut des outils qui vont le faire pour nous. Il y a plein de raisons pour lesquelles on le fait. La première raison, c'est que voilà, on ne veut pas perdre notre temps à compiler, généralement c'est quelque chose qui n'est pas super passionnant, quoi. Donc moi j'aime bien faire ce genre de choses, faire des outils qui font les trucs chiants pour les gens. Donc c'est ça. Et quand on parle des IDE, un IDE c'est la même chose. Un IDE, son but c'est de vous simplifier la vie, de développer du code. Donc vous donnez des erreurs de compilation avant même que vous alliez compiler. Bon, on est un petit peu dans la même catégorie du tout. Donc voilà, les build tools, ça sert à ça. Ça sert à vous faciliter le travail, vous, en tant que développeur. Mais depuis quelques années, on a quand même des tendances dans le développement qui changent. Et on ne développe plus aujourd'hui comme on développait il y a 15 ans. Hein. Donc on va voir pourquoi ces nouveaux besoins conduisent à des nouveaux outils. Donc le logiciel aujourd'hui, ça a évolué. Donc il y en a peut-être qui étaient à la presse ce matin, CloudBees, il y avait exactement la même quote, Software is eating the world. Voilà. Et ça c'est super important, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que vous avez du boulot garanti jusqu'à la fin de votre vie, puisqu'il n'y aura pas de retraite, hein, donc c'est jusqu'à la fin de votre vie. Et voilà, moi, quand j'ai commencé il y a 15 ans, on était encore un petit peu dans cette époque où les gars de l'IT, c'est les mecs qu'on mettait dans le fond du bureau. Ils faisaient leur truc dans leur coin et tant qu'ils ne nous emmerdent pas, c'est bien. Et en gros, on était juste des gens qui faisaient des outils de support, mais pour votre boîte, quoi. Il n'y avait pas vraiment d'ouverture au monde à cette époque-là. Enfin, c'est pas si lointain que ça, mais... Alors qu'aujourd'hui, maintenant, tout le monde a du software partout. C'est-à-dire que vous demandez à n'importe quel gamin, il a une tablette, quoi. Une tablette, c'est du software, il y a des logiciels dessus. Première chose qu'il fait le matin, c'est allumer sa tablette. Le mien, voilà, fin de l'école, la première chose qu'il dit, est-ce que je peux jouer à la tablette? Bon, il ne se rend pas encore compte que s'il peut jouer à la tablette, c'est un petit peu parce qu'il y a des gens comme moi qui font du développement, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a du logiciel partout, et il y en aura de plus en plus. Il y en a dans les voitures, il y en a partout. Donc, pour nous, c'est bien. On aura du boulot. Le problème, c'est qu'il y a plein de choses. Alors, différentes architectures. Alors, voilà, je fais mon Cameo, mais moi j'ai fait du PHP aussi. J'ai commencé par ça. Bon, PHP à l'époque, quand je déployais, c'était je prends mon zip, je le dézip sur le serveur, et puis j'écrase quelques fichiers, et puis bon, c'est pas grave, ça tourne. Voilà. Il n'y avait pas de VCS, il n'y avait rien. Mais ça marchait, c'était très pratique, ça marchait bien, FTP, voilà. Après, bon, on a dit, bon, on commence à avoir des besoins un petit peu plus costauds, on va utiliser des serveurs d'application. Alors pour ceux qui ont fait du WebSphere, ils savent ce que c'est. C'est le truc qui met 3 jours à démarrer, et vous espérez que votre application va lui laisser suffisamment de RAM pour pouvoir fonctionner. Donc ça, on est passé par là, et puis voilà, il y a eu l'iPhone, il y a eu les Google Phone et compagnie. Maintenant, on a plein d'applications mobiles.
On target plein de plateformes différentes, même sur des mobiles comme ça, maintenant on a beaucoup plus de choix de CPU que ce qu'on avait à l'époque. Avant, c'était Intel, voilà, Intel ou Mac. Maintenant, il y a plein de CPU différents, plein d'architectures différentes. Et même si vous faites de la Java, sur les JVM, vous avez des JVM différents pour les différentes infrastructures et des bugs différents selon les JVM. Donc, c'est des choses à savoir. On essaye de faire un petit peu mieux en développement, on fait du microservice et on fait du cloud. Alors, cloud, c'est marketing, mais on fait du cloud. Après, il y a d'autres aspects du développement logiciel d'aujourd'hui qui sont plus liés au fait qu'on a besoin d'entreprises, des besoins de scalabilité, des besoins voilà, on va dire ça d'une autre façon. Il y a une époque où, par exemple, pour développer, vous n'aviez pas le droit d'avoir un accès à Internet. Je ne sais pas s'il y en a qui ont connu ça. Il y en a peut-être qui aujourd'hui l'ont encore. Si c'est le cas, changer de boîte. Mais voilà, donc pour contourner ça, qu'est-ce qu'on faisait? Eh bien, on collait un serveur local avec plein de dépendances. Et puis parfois, le serveur local, c'est un serveur NFS. Ce qui est génial, c'est super rapide, super fiable. Mais ça existe, voilà. Donc il y a des besoins d'entreprise. Alors des trucs larges, ça veut dire plein de choses, des besoins d'entreprise, mais c'est des trucs qui sont spécifiques à votre société. Et ces besoins-là, il n'y a que votre société qui les ont. C'est votre truc particulier parce qu'un jour, il y a quelqu'un qui a décidé que ça marcherait comme ça chez vous. Vous aurez un serveur NFS, vous aurez un serveur Artifactory si vous avez de la chance, sinon on fait du Ivy. Enfin, bref. Et puis on a maintenant aussi des trucs qui sont bien dans certaines boîtes. On va vous dire, bon, vous avez le droit de faire du Docker. Mais voilà, Docker, aussi vous avez besoin de déployer du Docker, vous avez besoin d'avoir des images Docker où vous les récupérez, pas d'accès à Internet, pas d'accès à des repositories, ou alors vous avez de la chance, vous avez un repo Docker local, etc., etc. Donc il y a plein de configurations différentes suivant les boîtes. On n'est pas tous dans le joli monde de l'open source dans lequel moi j'ai la chance d'être, où à peu près voilà, tout est ouvert, on peut faire, on utilise GitHub et puis c'est tout, quoi. Très pratique. On a des besoins nouveaux aussi. Alors maintenant, j'ose espérer que tout le monde fait des tests. Alors, le TDD, c'est Test Driven Development, ça veut dire que tu construis ton test d'abord et puis après tu fais ton implémentation. Moi, j'y suis pas passé, j'ai jamais réussi. Moi, j'ai toujours pensé mes algos avant, puis après je les teste. Bon. Parce que j'aime bien l'aspect en fait, que mon test me permet de vérifier que je ne fais pas des régressions. C'est-à-dire que je pense que le test est plus important pour ne pas faire des régressions que pour tester l'implémentation elle-même. Après, voilà. Le BDD, alors il y en a qui savent ce que c'est que le BDD? D'accord. Donc BDD, c'est Behavior Driven Development. C'est un petit peu comme le Test Driven Development, sauf qu'en fait, on va exprimer ça de manière différente. Donc ça va être given when then, typiquement. Donc avec telle contrainte, lorsqu'il se passe quelque chose, je m'attends à ce que quelque chose. Donc c'est des façons, et c'est super sympa en fait pour les chefs de projet en règle générale. Les outils de BDD ont en règle générale des rapports d'exécution qui sont très lisibles et faciles de lecture pour les gens qui ne sont pas forcément du monde technique. Donc après, on a ces tests-là. On fait des tests d'intégration. Donc ça, c'est des tests qui vont être beaucoup plus lourds à mettre en place, mais généralement qui demandent beaucoup plus de CPU, plus de temps d'exécution, mais qui sont tout aussi indispensables. Et puis derrière, les tests fonctionnels, bon, ça commence à être compliqué à mettre en place. Il faut voilà, un truc plus lourd. Et au final, on a quand même envie d'intégrer tout ça. Donc, on parlait d'automatisation de la compilation, mais en fait, on va beaucoup plus loin que ça. Ce qu'on a besoin de faire au final, c'est d'automatiser toute la chaîne. D'accord? Toute la chaîne. Donc, de la construction du logiciel jusqu'à son déploiement. Voire plus. Donc là, moi, je vais essayer de vous expliquer un petit peu en quoi Gradle peut aider dans ce domaine-là. Alors pour ceux qui connaissent un peu Gradle, voilà, on a un logo là, qui est là, c'est un éléphant, et à chaque fois les gens ils nous disent mais il a l'air vachement pas content votre éléphant. Il n'est pas content, c'est fait exprès. Et on a même un petit autocollant, alors j'en ai plus, je peux plus vous en donner, mais on le voit en gros en train d'insulter. Parce que moi le premier, même quand j'utilise Gradle, parfois, voilà, j'insulte mon truc, j'insulte mon outil, ça fait du bien. C'est super, parce que quand ça permet d'extérioriser, merci, toute la frustration qu'on a et d'avancer.
Et en gros, quand on utilise des outils de build, en règle générale, on est très très frustré. Ça va jamais assez vite, ou alors ce truc d'outil, il n'a pas fait ce que je voulais. Bon, souvent, c'est nous le problème, hein, mais ouais, en règle générale. Ou alors pour ceux qui découvrent Gradle par Android, sur Twitter, en fait, la plupart des tweets que je lis, c'est cette saleté de Gradle, là, il met 3 heures à compiler mon appli. C'est Gradle le problème. Peut-être pas. Peut-être qu'il est ailleurs. Donc on a un petit éléphant qui n'est jamais content. Alors, il va dire, moi je veux arrêter d'avoir des process de release qui sont tout pétés. Je veux mettre fin à toutes mes régressions. Mes scripts hantes voilà, qui sont pourris, immaintenables parce que c'est du XML illisible et qu'en plus dedans il y a des appels shell. J'en veux plus. Les codes freeze, il y en a peut-être qui font ça encore, des codes freeze. C'est pour faire une release, un code freeze c'est super. D'ailleurs que de toute façon, je vais faire mon code freeze, comme ça je suis à peu près sûr qu'entre le moment où je vais déclencher mon process de release et le moment où ça va arriver en prod, il ne s'est rien passé sur mon SVN, sur mon Git, sur mon n'importe quoi, qui pourrait faire que ça se passe mal. Et puis ça, bah voilà, c'est le fameux, c'est le pire de tous, c'est-à-dire que, attention les gars, on va faire une release. Tout le monde s'arrête, tout le monde fait ça, et on prie. Dernier point qui est, voilà, hein, ça c'est un des points qui, pour moi, est le fondamental de ce qu'on va avoir comme bénéfice à utiliser Gradle, c'est arrêter d'avoir des trucs qui sont super longs. Et donc, avoir un outil qui va être suffisamment intelligent pour qu'on puisse lui apprendre ce que c'est que construire une application de manière incrémentale. Alors, quelques petits aspects. Polyglot programming, donc la tour de Babel. Aujourd'hui, vos applications, en fait, il y en a très très peu qui sont sur un seul langage. Qui fait uniquement du Java, rien que du Java? Personne. Vous faites au moins tous du Java plus du JavaScript. C'est le minimum aujourd'hui. Mais souvent, vous faites plus que ça. Alors, Gradle, il y a beaucoup de confusion parce que c'était à la base écrit en Groovy. Les scripts Gradle sont écrits en Groovy, mais aujourd'hui, en fait, on passe même à partir de Groovy 3, on va pousser à l'utilisation de Kotlin, donc un autre langage JVM pour le scripting. Mais bon, ça, c'est un détail d'implémentation. Mais Gradle, ce n'est pas un outil fait pour builder du Groovy. Gradle, c'est un outil fait pour builder du Java, du Groovy, du Scala, du C++, tout. Et pour vous dire, ma présentation qui est là, c'est une présentation HTML. Elle est écrite avec ASCII Doctor pour ceux qui connaissent. Et puis là, si je la modifiais, je pourrais le faire peut-être à la fin si j'ai un peu de temps, mais si je la modifiais, et Gradle, en fait, j'ai un petit démon Gradle qui écoute tout ce qui se passe sur mon fichier source. Si j'enregistre mon fichier, mais ça en live, il me le rafraîchit automatiquement. En fait, voilà, mon ASCII doc, c'est du source, quoi. Ma présentation, c'est du source. Donc j'ai un outil d'automatisation qui me permet de faire ça, de me produire ma présentation HTML. Donc on va avoir du JavaScript. On a des gens qui font des plugins Gradle pour JavaScript, qui vont aller remplacer plus ou moins ce que fait NPM, etc., etc. Et en fait, particulièrement dans le monde Java, enfin dans le monde de la JVM, j'ai envie de dire, il y a quand même un mal qui est récurrent, c'est que tout le monde veut faire son propre outil de build fait pour son langage. Donc on va aller faire un SBT, on va aller faire un outil qui s'appelle Cobalt pour Kotlin. C'est quoi l'intérêt? Ça n'a pas d'intérêt. Ce qui est intéressant, c'est pas d'avoir un outil de build qui est écrit dans le même langage que celui que vous utilisez. C'est que cet outil de build-là, il le comprenne et qu'il vous permette de modéliser proprement ce que fait ce langage-là de particulier. Donc voilà. Alors après, on a le support Swift qui est en train d'être développé, même des gens qui font du Python. Et puis là, pour cette présentation, j'ai même un module Ruby, alors en l'occurrence JRuby. Donc on peut avoir des dépendances GEM qui sont intégrées directement dans Gradle, ça marche très bien. Plein de plugins. Donc les builds multi-projets. Alors aujourd'hui, voilà, on est passé derrière SVN. Alors peut-être qu'il faut encore du CVS, voire pire. Je connais, il y a des outils. Il y en a qui font encore du CVS? J'ai cru, j'ai eu peur. Donc Git, ce que nous permet de faire Git aujourd'hui, c'est quand même un truc génial, c'est qu'on peut avoir plein de branches en local, plein. Le problème des branches, c'est quoi? Il faut les merger,
Et puis quand vous avez un serveur d'intégration, soit vous buildez qu'une seule branche, et puis vous publiez que celle-là, donc vous testez qu'une seule branche, soit en fait vous buildez toutes les branches, mais vous passez votre temps à écraser les artefacts. Parce qu'ils ont le même numéro de version, par exemple. Et pourquoi? Parce que souvent on utilise des outils qui ne sont pas capables de comprendre ce que c'est que votre modèle interne de développement. Alors c'est peut-être bien de changer votre versioning scheme en fonction de ce que vous avez en pratique de développement. Donc par exemple, on a de plus en plus de gens qui vont utiliser comme numéro de version en fait le numéro de Git hash, voilà, et plus une branche potentiellement. Mais ça permet d'éviter les collisions, ça permet de faire des choses intelligentes. Mais ça, il faut l'embrasser, ce mode de développement-là. C'est important d'avoir ce mode de développement. Les mono versus multi-repo. Donc ça, c'est encore un truc qui est d'aujourd'hui. Il y a un gros débat, alors je ne sais pas si vous l'entendez ou pas, mais est-ce qu'on doit avoir un seul repo Git qui a tous mes modules dedans? Ou alors, est-ce que je dois aller à l'extrême, faire du microservice du source, où en gros, chaque module a son propre repo? Et dans ces cas-là, comment vous intégrez le tout? Alors, je ne sais pas quelle est votre opinion à vous, mais voilà, les deux ont des intérêts en fait. En règle générale, le monorepo, il est super pratique. Parce que vous avez tout sous la main, et quand vous changez un fichier source dans l'autre, en fait, c'est intégré dans votre IDE, il recompile, et donc les autres modules le voient directement. C'est bien, mais quand vous avez des clients comme les nôtres qui ont des modules, ils en ont 10 000, voire même 50 000, 100 000 modules, chacun avec des milliers, voire des dizaines de milliers de lignes de code, faire un changement dans le noyau, et recompiler tous les autres, ça les embête un peu. Vous imaginez le temps qu'on perd. Donc ce n'est pas forcément la meilleure stratégie. Après, le multi-repo, c'est bien, mais du coup, ça veut dire qu'à chaque fois que vous faites une modification, vous devez publier ça pour que les autres puissent le consommer. C'est embêtant. Alors Gradle, depuis la version 2.13, si je me souviens bien, en fait, donc on est rendu à la 2.14 et là on prépare la 3.0. Donc à la 3.0, on a un support plus ou moins complet, ce qu'on appelle les composite build, qui résout ce problème-là. Et notamment qui va résoudre le problème d'avoir la composition de différents repos. Mais je vais donner un exemple simple. Donc pour ceux qui font de la gestion de dépendance, il arrive parfois que vous ayez besoin de patcher une librairie open source pour vos propres besoins. D'accord ? Et donc vous avez une dépendance vers, on va dire, Apache Commons, pour simplifier. Mais vous avez besoin de modifier ces librairies-là, et puis vous n'avez pas de committer Apache Commons chez vous, quoi. C'est plutôt rare. Comment vous faites? Première chose, vous récupérez les sources, vous modifiez, vous patchez, et vous publiez votre propre version. D'accord? C'est bien. Donc, vous allez avoir ça en local. Et puis, le problème, c'est que dans votre descriptif de build, vous allez avoir des dépendances transitives. Qu'est-ce qui va se passer avec les dépendances transitives? Comment elles vont résoudre ce conflit de version? Donc, en fait, le composite build, c'est un truc qui va fonctionner de manière... Voilà. On peut remplacer une dépendance transitive binaire par une dépendance transitive source, par exemple. Et donc, il va, après, l'outil gérer automatiquement le fait que dans votre graphe de dépendance, on va prendre les dépendances des sources. Donc, c'est plus le binaire qui compte, c'est vraiment effectivement ce que vous avez en local. Et puis, on va apprendre à l'outil à composer ces différentes choses. Donc, par exemple, si vous avez plein de snapshots, vous faites une build composite, et puis vous allez dire, en fait, moi, quand je travaille en local, de toute façon, je travaille que sous module-là, donc je n'ai pas besoin des sources des autres, je vais les remplacer par des dépendances binaires. Pour mon développement, ça suffit. Ce genre de choses. Donc il y a plein d'outils comme ça, plein de choses qu'on peut faire. Et tout ça, ça rentre plus ou moins dans la catégorie de la gestion de dépendance. Donc la gestion de dépendance, c'est quelque chose qu'on connaît bien en Java, parce que voilà, Maven est venu, nous a montré que c'était quand même une bonne chose d'avoir un outil qui sait gérer les dépendances. Mais il est venu aussi nous montrer que c'était un petit peu la misère quand il commençait à se tromper, ou quand il fallait gérer les conflits. D'accord ? Donc Gradle va beaucoup plus loin que typiquement Maven dans la gestion des dépendances. Alors déjà, il peut consommer des repos Maven, il peut consommer des dépendances Maven, mais il va aussi savoir gérer des dépendances Ivy. Comme je vous ai dit, il y a des gens qui ont fait un plugin pour JavaScript qui va remplacer ce que fait NPM.
Donc, parce que NPM vient avec ses propres problèmes, évidemment. Parce que je l'ai dit, tout le monde fait ses propres outils. Et donc, les gens qui se sont dit, on n'a pas d'outil de gestion de dépendance pour JavaScript. Si, on en faisait un. Et qu'on refaisait les bugs des gens qui ont déjà bossé sur la même chose en Java il y a 10 ans. C'est ça le truc. C'est-à-dire, arrêtons de tout réinventer, il y a des choses qui fonctionnent. D'accord ? Donc, en fait, le moteur de gestion de dépendance de Gradle, il est complètement pluggable et vous pouvez aller dire plein de choses. Vous pouvez aller lui dire combien de temps vous allez garder une dépendance. Alors si vous faites les fameux 2+, un truc comme ça, dans un fichier de build, ce qui est pour moi une horreur, mais une dépendance dynamique, vous pouvez dire, bon allez, plutôt qu'aller taper sur le repo à chaque fois, je vais le faire une fois par jour. Ou dans ma boîte, on relise 24 fois par jour, donc je vais le faire toutes les heures, ainsi de suite, ainsi de suite. La gestion de dépendance dans Gradle va aussi être ce qu'on appelle variant aware. Donc ça, si vous faites du Android, c'est quelque chose que vous connaissez. D'accord ? Donc une variante Android, c'est quoi ? Ça veut dire, j'ai une application, mais en fait, elle va être déployée sur différents devices. Donc elle va être déployée sur des devices qui vont être ARM, puis Intel. Donc 2 types de CPU. Mais après, je vais avoir d'autres combinaisons. Je vais avoir la version payante de mon appli, mais la version gratuite, la version démo. Donc c'est une autre dimension. Et puis je vais avoir encore une autre dimension, puisque je vais devoir déployer la version debug et la version release. Donc en fait, j'ai des combinatoires de variantes. Et l'outil se charge de les gérer pour vous. Et ce qui est important, c'est que la gestion des dépendances est différente. C'est-à-dire que suivant chaque variante, vous pouvez avoir des dépendances qui sont différentes. Alors, je verrai si j'ai le temps de vous montrer un petit peu tout à l'heure en quoi c'est super important. Mais voilà, typiquement, on va dire que la gestion de dépendance Java Maven est dépassée. C'est-à-dire que c'était bien pour ce qu'on faisait il y a 10 ans, ça ne l'est plus adapté aujourd'hui. Donc là, quand je vous disais qu'on peut faire du version caching, ça veut dire, chez vous, dans votre entreprise, vous avez des politiques pour les artefacts. Une politique de rétention, typiquement. On veut dire, les artefacts doivent être conservés pendant 1 mois, ou les snapshots, parce qu'on a suffisamment de disques pour conserver pendant 1 mois. Donc c'est bien, mais ça veut dire aussi que vos process de déploiement et vos process de développement sont adaptés implicitement à cette période de rétention. Donc modifier le temps que vous mettez en cache chacune des dépendances transitives, c'est important. Et c'est important pourquoi ? Parce qu'au bout d'un moment, l'objectif, c'est quand même d'avoir des builds qui sont reproductibles. Et un des problèmes des versions dynamiques aujourd'hui, donc les fameux 2+, dire je suis dépendant de la version 2. quelque chose de Apache Commons, c'est que du jour où il y a une nouvelle version qui est sortie, on met à jour, super, et mon application, elle compile plus. Et le problème, c'est que ça compilait il y a 2 mois, quoi. Ça marchait très bien, mais ils avaient perdu l'information. Vous ne savez plus quelle était la version qui était utilisée il y a 2 mois. Donc Gradle, typiquement, vous permettrait d'écrire un script ou quoi que ce soit, qui vous permet de dire, au moment où j'ai buildé, voici exactement les numéros de version que j'ai utilisés. Donc quand vous revenez, vous pouvez recompiler avec exactement ces versions-là. Donc voilà, c'est du code à écrire, hein, mais en gros, chaque build, chaque process doit être adapté. Il n'existe pas en fait de build standard, ça n'existe pas, ça dépend de vos entreprises, ça dépend de vos besoins. Autre aspect, donc là ma petite illustration est un petit peu foireuse au fond, mais c'est dire, on a des modèles. Ce qui est super important dans Gradle, c'est les modèles. C'est-à-dire que on est passé d'une époque où on avait Ant, où Ant c'est des scripts, c'est des tâches, mais c'est jamais que c'est des choses qui sont indépendantes, des petits modules indépendants, et on ne sait pas ce qu'ils font. Alors que nous, en tant que développeurs, on sait ce qu'on fait. Moi, je sais que je suis en train de développer une librairie Java. Je sais que je suis en train de développer un microservice. Je sais que je suis en train de développer un plugin Gradle. Je sais que je suis en train de développer une web app. Et tout ça, notre outil doit le savoir. Il doit être capable de modéliser le fait qu'on fait ça. Parce qu'avec ce modèle, on va pouvoir avoir des informations supplémentaires. Donc typiquement, je construis une application Java, donc ça veut dire qu'il va falloir que j'ai des dépendances Java, mais aussi que je vais potentiellement viser Java 6, Java 7, Java 8, Java 9, ainsi de suite. Et les besoins Java 6 et Java 9 sont différents. Les dépendances sont différentes, parce que vous n'allez pas avoir les mêmes librairies qui vont venir. Si je fais du Android, c'est encore plus flagrant. Je veux faire un microservice, qu'est-ce que ça veut dire? Mais tout ça, ça se modélise en fait.
Donc pour ceux qui font du Maven, vous connaissez les artefacts, les archetypes. C'est plus ou moins des templates de projet. Le problème de ces templates de projet, c'est quoi? C'est qu'en fait, l'outil, il ne connaît pas, il ne sait pas ce que vous faites derrière. C'est juste un générateur de fichiers XML pour vous, quoi, on va dire. Il va vous créer une liste de dépendances et puis c'est tout. Mais il n'a aucune idée de ce que vous buildez derrière. D'accord? Dans Gradle, on va essayer de modéliser proprement ce qu'on fait. Et ça donne des informations super intéressantes pour les outils. Donc en fait, quand je dis ici les outils ne doivent pas être un frein, en gros, c'est-à-dire que quand on modélise une appli, c'est pas la même chose que modéliser une Java library, et donc l'outil doit connaître ce modèle-là et vous permettre de le faire, vous permettre de le décrire, ce modèle. Et notamment les conventions, qui sont super, c'est une super chose, hein, les conventions. On ne va surtout pas cracher sur les conventions. Mais en fait, les conventions, elles dépendent de ce contexte. Donc, une librairie Java, la convention d'avoir src main Java, src test Java, c'est bien. Mais est-ce que c'est suffisant aujourd'hui? Non. Parce que si vous faites du Android, typiquement, vous voyez que ce n'est pas suffisant. Parce que vous allez voir des variantes et vous allez savoir que pour la version payante de mon application, je vais avoir un dossier source supplémentaire qui va être src paid Java, avec des sources qui sont spécifiques à cette version-là. Et l'outil les combine, va savoir comment compiler tout ça, intégrer tout ça. Donc les conventions, elles dépendent de ce modèle. Donc là, c'est juste un petit bout de code de Bill Gradle avec ce qu'on appelle le nouveau modèle Gradle. Je ne vous demande pas de comprendre ce que ça veut dire, mais c'est juste pour vous montrer qu'on modélise vraiment ce que c'est qu'une librairie Java. Donc là, je vais dire, j'ai un composant qui s'appelle main, et c'est une librairie Java, et en fait, elle va aller targeter, cibler deux plateformes différentes, Java 8 et Java 9. Et puis derrière, je vais déclarer ce que c'est que mon API. Et une API au sens vraiment API pour un consommateur d'API. Pas une API au sens Java, ce que c'est qu'une interface et une implémentation, c'est pas ça. C'est vraiment dire, voilà ce qui va être visible pour mes consommateurs. Et puis derrière, je vais dire, en fait, j'ai des test suites. Et puis test suite, en fait, on sait que comme c'est une test suite JUnit, c'est pas n'importe quelle test suite, c'est un truc qui utilise JUnit. Donc il faut quand même que je dise quelle version c'est. Ainsi de suite, ainsi de suite. Donc chacun des composants que j'ai, ils ont des spécificités. Si j'ai une test suite JUnit, elle a besoin de JUnit. Et donc je vais dire quelle est la version. Et donc on peut construire comme ça des modèles qui sont beaucoup plus riches. Et donc l'outil va pouvoir s'adapter à ça. Alors l'intérêt de ça, j'ai fait une petite vidéo là, et pour montrer l'intérêt d'avoir déclaré mon API ici. Donc là, en fait, j'ai juste une application qui a deux modules, une appli et puis une librairie utilitaire. D'accord? Pareil, essayez pas de comprendre la syntaxe, c'est pas intéressant. Ce qui est intéressant, c'est juste de savoir que mon composant, mon appli, elle a une dépendance vers ma librairie. Donc c'est une build multiprojet. D'accord? Et ma librairie a dit qu'elle exporte uniquement le package comme Acme Mylib. Donc pour ceux qui ne font pas du Java, c'est juste un package, c'est quelque chose qui va être visible. Sauf que dans le monde traditionnel Java Maven, ça ne marche pas très bien. Donc là, en fait, si je vais dans mon appli, j'ai un greeter. Et puis voilà, ça c'est greeter Cédric. Et puis il se trouve que c'est mon greeter, il est dans ma librairie derrière. Et en fait, cette librairie-là, si vous regardez bien, le greeter, je reviens un tout petit peu en arrière, le greeter, il utilise une API interne, greeter internal, d'accord? Ça, c'est quelque chose qui est interne. C'est votre tambouille à vous. Elle ne devrait pas être visible aux autres. Et on sait tous que ça n'arrive jamais. À partir du moment, en tout cas en Java, c'est vrai, hein, à partir du moment où vous avez une classe qui est disponible dans un jar, les gens vont l'utiliser. Elle est là, quoi. Elle est super pratique, cette classe. Pourquoi je ne l'utiliserai pas, quoi? Sauf que c'était votre tambouille interne, et vous avez rendu public quelque chose qui était censé être interne, et si demain vous voulez le changer, vous ne pouvez pas. Parce que les gens ont commencé à l'utiliser. C'est super pénible. Donc nous, ça nous arrive dans Gradle. Il y a tout un tas de gens qui font des plugins, qui utilisent des API internes. Et puis à chaque fois qu'on fait une release, on a eu le malheur de changer une API interne, et paf, il y en a 15 qui se plaignent, on dit « Ah, t'avais cassé mon plugin !» Bon, alors, comment on peut résoudre ce problème? Eh ben, moi, j'ai déclaré mon API. J'ai dit, en fait, j'exporte que mon package comme Acme, et rien d'autre. Donc quand je compile ça, ça marche très bien. Je recompile derrière, en fait, il se rend compte que j'ai rien à faire. Mais ce que je vais faire de plus intéressant, c'est que je vais aller modifier en fait ma librairie interne
et je vais modifier son implémentation. Donc si vous faites un peu de Java, vous savez que si vous faites ça, qu'est-ce qui se passe? Il va recompiler tout. Il recompile tout. Et pourquoi il recompile tout? Parce qu'il n'a aucune idée de ce que vous utilisez. D'accord? Vous avez app qui dépend de mylib. Vous modifiez mylib, le app, il est obligé de recompiler parce qu'il ne sait pas ce que vous utilisez. Ben en fait, rien qu'en déclarant l'API, il n'y a plus besoin. Parce qu'on sait exactement quelles sont les classes qui sont utilisées. Donc on sait que si vous modifiez une classe interne, ça ne sert à rien de recompiler l'autre qui dépend de celui-là. Je ne sais pas si je suis clair. Il est tard. On me posera des questions après avec une bière. Enfin bref, c'est le genre de choses que vous allez pouvoir bénéficier avec une modélisation concrète. Le déploiement, voilà, après on a buildé notre application, mais le déploiement c'est super important. Et aujourd'hui on déploie sur quoi? On déploie sur plein de trucs différents. On déploie sur du bare metal, donc des serveurs physiques. Il y en a encore plein qui font ça, tout le monde n'est pas au cloud. Donc on est à Nantes, donc voilà, il y en a peut-être qui déploient sur Clever Cloud aujourd'hui. Heroku, Amazon, Cloud Foundry, OpenShift, etc., etc., etc. Et c'est quoi le problème? C'est qu'en fonction de l'endroit où vous déployez, eh ben vous ne devez pas faire la même chose. Vous n'avez pas les mêmes dépendances. Votre appli ne va pas être compilée de la même façon, parce que peut-être que là où vous allez déployer, il va y avoir des libs qui vont être fournis, et que vous n'avez pas besoin de packager dans votre application. Et pire, si vous avez le malheur d'aller packager, ça ne compile pas, ça ne déploie pas. Vous allez peut-être faire du Docker, il y en a sans doute qui font du Docker d'ailleurs. Mais tout ça, ce sont des environnements, et en fait, on a besoin de les modéliser eux aussi. On va pouvoir dire, bon, en fait, si je déploie sur du Heroku, j'ai peut-être besoin de juste recompiler ça et pas mettre telle librairie dedans. Des exemples un petit peu plus fréquents, c'est, voilà, vous faites une appli qui compile très bien et qui se déploie sur Tomcat, et puis un client il dit, non, mais moi j'ai envie de le déployer sur JBoss. Et là, vous commencez à vous arracher les cheveux parce que, évidemment, vous avez intégré Hibernate. Sauf que JBoss, il va venir avec sa propre version d'Hibernate, et là, votre appli, elle explose. Donc, ça veut dire qu'en fonction de l'environnement sur lequel vous déployez, vos dépendances sont différentes. Donc, l'outil doit être au courant de ça. Il doit savoir sur quoi vous allez déployer pour s'adapter et mettre les bons ClassPass. Et potentiellement, vous produire pour vous les différents artefacts. Donc, un pour Tomcat, un pour JBoss, avec le même source. Mais c'est à l'outil de gérer ça, donc il faut lui expliquer. Dernier point qui est super important, et je terminerai là-dessus, c'est la perf. Donc là, c'est le truc sur lequel on bosse essentiellement en ce moment sur Gradle. En particulier, moi, je bossais énormément là-dessus. Donc, c'est d'avoir quelque chose qui compile vite. Voilà. Et on va essayer de faire ça de manière... on pousse à l'incrémental. C'est-à-dire, vous déclarez quelles sont vos entrées-sorties. Et l'outil, comme il sait exactement quelles sont vos entrées-sorties, s'il y a quelque chose qui a changé, il n'a pas besoin de tout refaire. Mais plus important, on commence à développer ce qu'on appelle un cache distribué. Alors le cache, c'est quoi? C'est-à-dire, vous faites un clean local, vous rebuildez derrière, et en fait, il ne fait rien. Parce qu'il peut récupérer les infos dans le cache, parce qu'il sait que la JVM n'a pas changé, la version Gradle n'a pas changé, le source n'a pas changé. Pourquoi je vais aller recompiler et refaire mes 3 heures de compile, alors que je sais exactement quel va être le résultat? D'accord? Donc ça, vous allez le faire en local, mais après, vous allez imaginer faire ça sur le réseau. Donc partagez vos artefacts avec vos collègues. Donc c'est fini d'avoir tout le monde qui compile sur son coin. Si vous avez tous les mêmes machines, les mêmes contraintes, alors pour Java, ce ne seront pas les mêmes que pour C++, mais si vous avez les mêmes entrées, mêmes sorties, on ne recompile pas. On récupère tout. Donc là, c'est un petit exemple pour ceux qui seraient encore convaincus d'utiliser Maven. Donc là, c'est un projet qui a 25 sous-modules. Donc à droite, vous avez Maven, à gauche, vous avez Gradle. Donc 25 sous-modules, et puis on va juste exécuter package-moi le jar, quoi, en gros. Donc avec Maven, on fait ça avec skip test et package. Et puis là, je les ai lancés en parallèle. Voilà, donc Gradle est fini en pi. Et Maven, on entend encore. Alors ce qu'on se rend compte, c'est quand même qu'il a fait un truc bizarre, Maven. C'est-à-dire qu'il allait me compiler mes tests. Pourquoi est-ce qu'il allait me compiler les tests alors que je lui ai dit skip test, quoi? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de modèle derrière. Il est incapable de savoir que ces tests, c'est des tests et qu'il n'a pas besoin de les compiler. Il faut le modéliser, ça. Donc ça, c'est la grosse différence. Et après, voilà, j'ai juste fait un up-to-date check et l'up-to-date check. C'est la même chose. C'est-à-dire
il s'est pas rendu compte qu'il avait rien à faire, alors que Gradle s'en est rendu compte, tout est up-to-date. Bref. Dernier point, c'est les analytiques, et ça c'est le futur, donc c'est ce qu'on va présenter la semaine prochaine, donc vous avez une petite exclue là. C'est un truc qui s'appelle, c'est le portail gradle.com, et ça va être des outils d'analytique, et l'idée c'est de dire combien de fois vous avez eu des problèmes de gestion de dépendance, vous ne savez pas quels sont vos soucis, et donc en fait, intégré dans Gradle, vous avez un dashboard. Donc ça publie ça sur le site gradle.com, sur toutes les builds. Et puis vous pouvez savoir exactement où il a passé du temps à compiler, sur quelles tâches, quelles sont les dépendances qui ont été ramenées, combien de temps il a fallu pour récupérer ces dépendances, comparer ça avec la build du collègue, etc., etc., etc. Donc faire des analytiques sur ce qui se passe pendant votre build. Donc ça c'est vraiment intéressant. Et puis voilà, il vous donne des informations. Et puis peut-être on va arriver au point où on va dire ça serait peut-être mieux si vous faites ça. Merci beaucoup. Merci.